Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Michel Lacombe. Tous les soirs de cette semaine à cette heure-ci, je vous présente une demi-heure d'une série intitulée Hubert Aquin, 5 questions aux nationalistes d'aujourd'hui. Et merci encore de son hospitalité à l'émission Ado Radio. Tous les soirs à 20h, j'anime à l'Université du Québec, salle Marie-Gérin-Lajoie, une table ronde organisée en collaboration avec Jacques Beauchemin et la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie. Rendez-vous donc après l'émission à l'UQAM. Vous êtes tous cordialement invités tous les soirs jusqu'à vendredi. Ce soir, c'est la 4e et l'avant-dernière de la série. Ce soir donc, la honte. Pourquoi le Québec a-t-il honte de son passé? Gérard Bouchard dira de façon plus nuancée, un certain Québec a honte de son passé. C'est curieux comme on sent, chez certains nationalistes, une honte du passé qui ressemble à une façon de dire « non, 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 moi, je ne suis pas comme eux ». Comme de dire presque « je ne ressemble pas à mes parents ». Quel est le résultat d'une attitude comme celle-là sur le plan collectif? Pour le sociologue Joseph-Yvon Thériault, c'est un non-sens. Et ça peut être un empêchement à l'évolution. Moi, je pense qu'une société, c'est une communauté qui a suffisamment de sens d'appartenance pour pouvoir penser d'agir en commun et d'agir sur son histoire. Quand le Québec se pense comme société, il doit se penser comme ça. Et pour qu'une société existe, elle doit avoir une mémoire. Elle doit s'inscrire dans une expérience du temps qui fait en sorte que, non pas une expérience qui nous donne des leçons, mais une expérience qui structure des débats, qui structure des enjeux, la question des écoles, la question du pluralisme, la question de l'aménagement de l'État, la question du rapport qu'on a avec dans les citoyens ne prennent pas la même forme que si on est dans une autre société. Il y a une tradition qui se passe. Oui. Et la Révolution tranquille a été largement construite sur la rupture complète avec ça. On a voulu en finir, comme on dira, en finir avec la fatigue culturelle du Canadien français. Et on a, d'une certaine façon, exagéré. On vit sur la rupture depuis ce moment-là. Je dirais... Pas complètement, parce que dans les années 60 et 70, malgré l'affirmation déjà en prémisse de cette lecture, elle était accompagnée de l'idée que on allait recréer quelque chose de québécois, etc. Mais à partir des années 80, on a vraiment, et je dirais après 81, après le premier référendum, on a vraiment comme sauté la baraque. On a dit le passé, faisons table rase du passé. Nous sommes une société neuve, une société moderne, une société de l'Amérique, une société sans tradition, etc. Et là, moi, je vois qu'effectivement, on s'empêche de se penser comme groupe, et donc on élimine presque les raisons de la souveraineté, mais je dirais pas uniquement de la souveraineté, on élimine les raisons de l'agir ensemble. L'historien Éric Bédard fait un lien entre les problèmes évoqués par Yvon Thériault et le culte de la réussite personnelle au Québec. Parmi les problèmes qu'il soulève, il dit, bon, il y a des traits psychologiques, dépréciation, un peu de mépris de soi. On a l'impression qu'on empêche le grand d'aller vers ces élans là, universels, parce que nous, on parle de la question du Canada français ou du Québec. Et ça entraîne donc une dépréciation. Et là, les façons d'en sortir, dit dans le fond Hubert Aquin, puis là, je trouve que c'est toujours d'actualité. Les façons d'en sortir, c'est, dans le fond, d'épouser la vision du majoritaire, d'épouser la vision universaliste du majoritaire, et même de s'en faire l'apôtre le plus radical, et en voulant faire ça, donner des leçons aux majoritaires. Regardez, je suis encore plus universaliste que vous, je suis encore plus en avance de mon temps que vous. Donc, de se détacher de ce qui fait le problème du Canada français ou du Québec, d'une certaine façon, de prendre une distance.
Une autre réponse à cette fatigue culturelle-là, c'est la réussite personnelle. C'est l'idée de la réussite personnelle. Comme on a l'impression que la lutte pour la reconnaissance de cette culture est un peu un cul-de-sac. À ce moment-là, on se replie sur soi-même. On se replie sur le succès individuel et on va magnifier tous ceux qui vont réussir sur le plan personnel. On va les magnifier parce que c'est une preuve qu'on existe puis qu'on a notre raison d'être. Et ça, je trouve que quand on regarde les succès, et on a raison là d'être fier des succès, je sais pas moi, de Céline Dion, de Guy Laliberté, de ceux qui ont réussi. Ou de Bombardier. Ou de Bombardier, mais en même temps, c'est comme s'il y a quelque chose d'un échappatoire là-dedans. On est très fiers d'eux et on en fait des modèles, mais peut-être que on angoisserait moins si dans le fond, on prenait la route de la bataille politique. Dans le fond, c'est un peu ça que nous dit Aquin. La fatigue culturelle du Canada français, lue par Pierre Lebeau. Mais pourquoi faut-il que les Canadiens français soient meilleurs? Pourquoi doivent-ils percer pour justifier leur existence? Cette exhortation à la supériorité individuelle est présentée comme un défi inévitable qu'il faut relever. Mais ne l'oublions pas, le culte du défi ne se conçoit pas sinon en fonction d'un obstacle, d'un handicap initial, et peut se ramener, en dernière analyse, à une épreuve de force à laquelle est soumis chaque individu. L'exploit seul nous valorise, et selon cette exigence précise, il faut convenir que Maurice Richard a mieux réussi que nos politiciens fédéraux. Nous avons l'esprit sportif sur le plan national, et comme nous rêvons de fabriquer des héros plutôt qu'un État, nous nous efforçons de gagner individuellement des luttes collectives. Le commentaire de Joseph-Yvon Thériault. Ça décrit très bien la situation d'aujourd'hui parce que quand on regarde, que ce soit dans le monde des universités ou dans le monde des arts et de la culture, on valorise nos artistes, on valorise nos universitaires, etc., en autant qu'ils sont reconnus par l'autre. À l'étranger. Et non pas à partir de ce qu'on fait. Tout le monde est un peu dans cette vague-là. Il y a la mondialisation fait en sorte que il y a l'internationalisation ou la mondialisation et les lieux à partir de laquelle on mesure les succès personnels des individus. Mais je pense que c'est beaucoup plus frappant dans les petites sociétés et ça m'a paru particulièrement frappant dans la société québécoise. Moi, il me semble que il y a le dénigrement de soi au nom d'une référence qui est extérieure à soi. Ce que Aquin percevait dans la possibilité d'un nationalisme qui voudrait se défaire de son ancrage quelque part dans un lieu, ce dénigrement, il est plus présent, pour deux sociétés que je connais, il est plus présent au Québec qu'au Canada anglais. Il y a moins cette exaltation dans le Canada anglais aujourd'hui d'être les premiers au monde, de montrer à la télévision le succès mondial de leur artiste, etc. C'est un signe de quoi, ça? C'est un signe, Aquin disait, et je pense qu'il avait raison, c'est un signe de désaxement. C'est un signe d'être désaxement dans le sens, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de mesurer. Donc, de la part du Canada, ce serait un signe de maturité, Ça serait un signe d'une capacité à se mesurer à l'aune de sa propre construction. Prenons politiquement la question du multiculturalisme. Le Canada, a réussi au Canada anglais à redéfinir le Canada à partir du multiculturalisme. Mais le multiculturalisme n'est jamais présenté comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Il est présenté comme une construction purement canadienne. Les Canadiens anglais ne disent pas nous sommes devenus comme des Américains. Alors qu'au Québec, on a presque dit cela. Dans toute la tradition de l'américanité, on a dit notre société, elle est comme la société américaine. C'est un désaxement. On mesure notre existence à partir d'une conception de l'autre. On est plus moderne que les modernes. On est plus avancé que les plus avancés. Quand on parle de honte de soi, collective s'entend, est-ce qu'on parle de quelque chose qui n'existe plus, qui a été relégué aux oubliettes par le dynamisme de nos artistes, de nos producteurs, de nos gens d'affaires? Le philosophe politique Serge Quentin ne le croit pas. Je pense qu'elle est toujours présente, cette honte, mais elle est de moins en moins reconnue. Elle travaille en sous-bassement, j'ose dire, souterrainement, et elle continue de nous miner, elle continue de nous fatiguer.
elle est fatigante pour les autres, puis elle nous fatigue profondément nous-mêmes. En fait, parler de la honte du passé, c'est aborder toute la question de la mémoire, notre mémoire collective, de cette mémoire qui a été saccagée avec la Révolution tranquille, un passé avec lequel il est si difficile de se réconcilier aujourd'hui, je pense. Est-ce qu'il y a un conflit, selon vous, entre cette honte dont il faudrait se débarrasser et la nécessaire ouverture moderne à l'autre, mais au-delà de tout ce qu'on pouvait penser à l'époque d'Aquin, là, immigration inévitable et souhaitable et enrichissement par l'immigration, donc forcément ouverture, changement des paramètres sociaux. Oui, etc. parce que pour reconnaître l'autre, je pense qu'il faut s'assumer soi-même. Pour rencontrer vraiment l'autre, il faut avoir une certaine confiance en soi. Cela dit, disons que les Québécois francophones, je les appellerai pas les Canadiens français, quoi qu'on tende à revenir à cette dénomination, ont gagné une certaine confiance en soi. Mais ils n'ont pas, moi qui suis indépendantiste depuis longtemps déjà, ils n'ont pas réussi néanmoins à maîtriser le politique. Et cette maîtrise du politique manifeste, à mon avis, un malaise, la persistance de vieux complexes qui se manifestent en toutes sortes d'occasions. On se sent obligé de s'excuser, presque d'exister souvent, d'en remettre. Par exemple. D'en remettre sur la question de l'ouverture, par exemple. Oui. Je suis souvent offusqué de voir à quel point les Québécois se sentent obligés de dire qu'ils sont ouverts. On se sent toujours obligé d'en remettre sur l'ouverture, comme si on avait toujours peur d'être qualifié de xénophobe, ce qui est arrivé souvent d'ailleurs, de raciste, d'être fermé à l'autre, etc. Et ça témoigne d'une maladie, je pense, d'une maladie de la mémoire, d'un malaise. Si on était vraiment sûr de nous-mêmes, on n'éprouverait pas le besoin de se justifier sans cesse, de montrer notre ouverture aux autres. Hein? On rencontrerait l'autre pour ce qu'il est, à partir de soi. Or, il nous est encore difficile, je pense, de rencontrer l'autre en affirmant ce que l'on est, sans renier ce que l'on est. Serge Quentin, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, pourquoi y aurait-il cette difficulté, cette quasi-incapacité de s'affirmer, cette honte de soi? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que le mythique Canadien français est comme ça? Jacques Beauchemin rappelle d'abord l'exigence posée par Hubert Aquin. Généralement, quand on pense à notre passé puis qu'on a ce sentiment de honte, c'est toujours à l'égard, au fond, des mêmes objets. L'Église catholique, l'omnipuissance de la religion. Nous étions un peuple soumis, agenouillé, porteur d'eau, né pour un petit pain. Au fond... Arrêtez, là. C'est trop, là. Mais c'est un concentré que je vous donne, un peu tragique. Oui, on a dit tout ça quand même. Hein? Eh bien, c'est une image d'un peuple, au fond, enchaîné à sa tradition, à son conservatisme. Bon. Et on a honte de ça, du petit Canadien français, incapable de s'émanciper, incapable de critique de ces grandes institutions. Alors là, on peut dire peut-être qu'effectivement, il y a lieu d'avoir honte, parce que, au fond, on s'est réveillé peut-être un peu tard dans notre histoire. Et pourtant, on trouve la réponse, à mon sens, à cette question dans Hubert Aquin, encore une fois, dans la fatigue culturelle. Hubert Aquin a ces mots très beaux, et à mon sens très profonds, où il dit quelque part dans la fatigue culturelle, il faut assumer notre identité dans toute son étendue, dans sa grandeur et dans sa petitesse. Il faut la porter. Et c'est la première chose qu'on doit assumer avant d'aller au combat, avant d'affronter l'adversaire qu'on voit devant soi. Et je pense que Aquin a complètement raison. Le Québec contemporain vit dans une espèce ou bien d'euphorie, de célébration de sa grandeur, de son ouverture, de sa modernité, ou encore par moments dans un espèce de discours dépresseur où on se dévalue. Certains ont pu écrire encore récemment que le Québec allait cesser d'exister en 2076. Il y a ce discours-là qui est dans la conscience historique québécoise qu'on trouve partout. Alors, la peur de disparaître. La peur de disparaître, elle est partout, et peut-être allons-nous disparaître en raison de notre propre médiocrité,
hein, notre incapacité à perpétuer quelque chose de nous-mêmes. Il y a ça dans la conscience historique. Chose certaine, Aquin a absolument raison de dire que lorsque un peuple considère son parcours historique, il doit le considérer pour ce qu'il est complètement, dans ce qu'il a de grand et de petit. Et les Québécois d'aujourd'hui ne doivent pas avoir honte du passé, ne doivent pas non plus le célébrer comme si nous arrivions d'une histoire faite de triomphe, de gloire et puis de conquête. Non, nous arrivons d'une histoire ordinaire, faite de souffrance. Mais on n'en sait rien. On ne connaît pas notre histoire. C'est peut-être ça, le drame. On connaît mal l'histoire et ce qu'on croit en connaître, mais c'est précisément cette espèce d'accumulation de défaites, de frustration, de domination. Alors, effectivement, on aurait intérêt à connaître un autre versant de l'histoire. Chose certaine, il faut assumer toutes ces choses-là en même temps. Et là, convaincus de ce que nous sommes, certains de ce que nous avons accompli, certains aussi de ce que nous avons subi, eh bien là, on a des raisons possibles de vouloir être autre chose, devenir autre chose. Peut-être, par exemple, un peuple souverain. Mais c'est une condition. La connaissance serait une condition. La connaissance objective, la connaissance des faits, mais aussi, sur un plan plus, je dirais, normatif ou moral, là, la pleine assomption de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'elle a été? On dit souvent il n'y a pas beaucoup de victoires ou de moments glorieux dans cette histoire-là. Et c'est pas vrai, hein? Ce vieux désir de durer qui est au fond de notre histoire est quelque chose de très noble, de très élevé. Nous formons un peuple dont la seule constante est celle-là. La conviction profonde et simple que cette histoire vaut la peine d'être poursuivie. Nous méritons de durer et nous nous maintenons dans l'histoire contre vents et marées. Il y a une continuité là-dedans, il y a un sens profond de l'histoire. Il y a quelque chose de beau dans ce sentiment-là. Ce nous-là, il est quoi? Il est Canadien-Français? Eh ben, je dirais que les Canadiens-Français, les Franco-Québécois, et les Canadiens-Français avec tous ceux qui sont devenus des compagnons de route de cette collectivité-là en cours de route, ils sont très nombreux. Hein? Aquin le dit lui-même dans son texte, ils sont très nombreux. Eh ben, il y a là une mémoire qui s'est constituée et qu'il faut porter aujourd'hui. Jacques Beauchemin de l'UQAM. Pour Pierre Anctil de l'Université d'Ottawa, le manque de liberté dont nous avons tous souffert dans notre passé religieux était infiniment plus dangereux que l'intégrisme de quelques-uns qui nous menacerait aujourd'hui. La question que je vous pose par rapport à notre sujet, c'est est-ce qu'on est plus soumis à une dérive due à certains extrémismes parce qu'on aurait honte de notre passé? C'est ça la question théorique que je vous pose. Ouais. La grande dérive, en fait, ça a été la dérive où l'Église catholique a dominé notre société. Ça a été ça, la grande dérive, de notre point de vue à nous. Puis on est encore là en disant comment se fait-il qu'à une certaine époque, tout ce qui bougeait sur le plan culturel et social était encadré par l'Église, et même l'État était largement encadré par l'Église, du moins de notre point de vue. Moi, je pense que je suis profondément persuadé que la diversité religieuse, c'est un phénomène positif, qui introduit des valeurs nouvelles, qui introduit un débat, un échange, un positionnement, qui permet aux citoyens d'observer plusieurs points de référence. On se comprend bien, il y a très peu de citoyens qui sont fondamentalistes, intégristes ou qui vont participer. C'est extrêmement minime dans notre société. Il n'y a pas de risque à laisser des gens qui font cette option, prennent cette option, l'embrasser complètement. Alors que dans les années 20 et 30, on n'avait pas cette liberté. Le plus important pour moi, c'est d'avoir la liberté non seulement face aux minorités et aux sectes, mais aussi face à l'Église dominante. Et ça, on ne l'avait pas autrefois. On n'avait pas la liberté face à l'Église dominante. Et ça, c'est un problème beaucoup plus grave que ce qu'on rencontre aujourd'hui, à mon avis. Pierre Anctil. Sur le passé, où se mêlaient religion et sentiment national, quelques mots encore avec Serge Quentin. Trudeau, c'est celui qui a honte de son passé.
D'ailleurs, celui qui a le mieux, je pense, cerné le personnage, c'est André Laurendeau. L'acharnement, dit-il, que Trudeau met à dénoncer le nationalisme, l'idéologie clérico-nationale, témoigne d'une honte du passé canadien-français. Laurendeau nous dit cet homme a honte de ses pères. Et je pense que c'est ça le grand problème que touche Aquin dans la fatigue culturelle. C'est la honte du passé. C'est le refus de soi. Parce que le refus du passé, la honte du passé, c'est la honte de soi. Et comment voulez-vous vous donner un avenir quand vous avez honte de vous-même, quand vous avez honte de votre passé? Et c'est là l'enjeu fondamental, je pense, qui est occulté de plus en plus dans le nationalisme québécois. Serge Quentin. Bernard Landry voudra combattre cette tendance et se lancera à la défense du passé. Il y a des gens qui commencent à dire, hey, un instant, et des intellectuels, puis même pas forcément souverainistes, qui disent, comment? Avant 1960, il y a eu des choses au Québec. Il y a eu des choses respectables. Il y a eu des mouvements sociaux respectables. Le mouvement des Jardins, il n'a pas été fondé en 1960, et c'est le mouvement coopératif peut-être le plus significatif par rapport à l'histoire d'un pays, de tout le monde occidental. La lumière peut pas jaillir d'une telle noirceur. René Lévesque a fait des études au séminaire de Gaspé vers 1920 et ainsi de suite, le père Georges-Henri Lévesque et puis Hubert Aquin lui-même. Et ces collèges classiques là, qui avaient des petits côtés obscurantistes, c'est vrai, mais il y avait des côtés extrêmement lumineux qui nous ont ouverts sur la pensée occidentale, qui nous ont ouverts sur le monde, parce que tous ces collèges avaient des connexions avec des missionnaires québécois dans le monde entier. C'est notre ouverture sur le monde dans ce temps-là, tiens. Alors, ça va de pair. Dire tout était noir avant 1960, alors oublions tout. C'est deux erreurs extrêmement graves. Et un peuple ne peut pas voir où il va s'il ne sait d'où il vient. Et il ne peut pas considérer que tout ce qui lui est arrivé est négatif. Nous avons eu des bonheurs et des malheurs. Vous pensez que cette honte du passé, c'est terminé? Ça ne pèse plus dans la... Hélas, non, c'est pas terminé. Mais on a fait un sacré maudit bout de chemin, par exemple. Tu sais. Celui qui a honte du passé, faut qu'il se rende compte quand même que le taux de productivité des travailleurs syndiqués québécois, qui sont les plus syndiqués d'Amérique du Nord, dans les secteurs de pointe, sont dans les plus élevés. Tu sais. La honte du passé, mais on fabrique un hélicoptère civil sur 2 vendus sur cette planète, puis Bombardier le 3e avionneur. Alors, si notre passé était si abject, comment aurions pu, sur cette base, construire un présent respectable? Mais, il y en a encore. Je pense que les Canadiens français connaissent très mal leur passé, sont difficilement capables de le mettre en perspective. Comparé à d'autres pays en Europe où est-ce qu'on conserve l'héritage, nous, on a plus tendance à le détruire. Donc, Ils le connaissent pas assez. Sinon, ça ferait longtemps que nous serions une nation, et une vraie. Un pays, pas une nation, excusez. On pourrait avoir honte de la grande noirceur, mais on peut être fier de la Révolution tranquille. Donc non, je pense pas que les Canadiens français ont honte de leur passé. Mais qu'est-ce qu'il y a de honteux dans notre passé? Ça dépend de quelle partie du passé. Canadien français puis passé, pour moi, c'est synonyme. Si on parle du passé des Canadiens français, on parle de la France. Donc si on regarde seulement la France, c'est sûr qu'on peut avoir honte. Mais je pense que tout ce qui est bataille qu'on a gagné, on est fiers de le dire. En apprenant à connaître le passé, on est à mieux de l'apprécier. Et d'apprécier forcément qu'est-ce qu'on est devenu. Peut-être qu'on reste trop dans une espèce de cliché puis de caricature de ce que ça a pu être. La plupart des gens ici croient pas qu'ils ont accompli quelque chose. L'intervention de Bernard Landry était suivie des commentaires d'étudiants universitaires recueillis par Émilie Dubreuil. L'historien Gérard Bouchard dira de son côté qu'on a créé au Québec un monstre noir et un monstre blanc, et ainsi fausser notre perspective historique. Un certain Québec a honte de son passé, ou l'ensemble des Québécois ont honte d'une partie de leur passé, je ne sais pas trop comment dire ça, mais au Québec, présentement, on est embarrassé avec deux monstres, mémoriel, si on veut, que nous avons créé pour des raisons que nous comprenons très bien, mais dont nous n'arrivons plus à nous débarrasser. C'est celui de la Grande Noirceur, et puis la Révolution tranquille. La Grande Noirceur qui aurait été une période effrayante, dont la Révolution tranquille nous aurait racheté. Alors on a, si vous voulez, érigé deux monuments. Un en noir,
qui est la Grande Noirceur, et puis un en blanc, qui est la Révolution tranquille. Alors c'est sûr que ça marche pas, là. La Grande Noirceur était pas aussi noire que ça, puis la Révolution tranquille n'était pas aussi blanche que ça non plus. On se comprend très bien, là, s'il y avait moyen de faire des nuances, là, on pourrait se dire que la Révolution tranquille a introduit des changements fondamentaux dans la société québécoise. Mais dont certains étaient en retard par rapport aux sociétés voisines. Dont certains étaient dus depuis longtemps, dont d'autres d'ailleurs étaient en marche depuis longtemps, mais qu'elle a accéléré, mais que la Révolution tranquille n'a pas fait l'immense chambardement qu'elle avait annoncé au début et dont certains se sont fait les chantres ensuite, parce que la Grande Noirceur, encore une fois, n'était pas aussi noire que ça. Hein? La Grande Noirceur a été inventée en grande partie pour justifier, pour motiver, pour expliquer la nécessité de la Révolution tranquille. Mais quand on regarde comme fausse quelle était cette Grande Noirceur, il y a des abus considérables, quand même. C'était pas si pire que ça, le Canada français, là. Vivre au Canada français en 1940 et en 1950, c'était bien mieux que de vivre aux États-Unis à l'époque du McCarthyisme, ou en Australie, ou en Angleterre. Ben, par exemple, pensez que Samuel Beckett n'a pas pu faire jouer ses pièces en Angleterre jusque dans les années 60. En 1962, le Lord Chamberlain, là, qui était le grand censeur, interdisait qu'on monte les pièces de Beckett en Angleterre. Là, hein? C'est pas au Saguenay ou à Falardeau ou en Abitibi ou à Québec ou à Montréal. Hein? C'est à Londres, ça, là, que ça se passe. Là. La censure en Australie, extraordinaire. L'emprise en France, la télévision a été contrôlée par l'État jusqu'à la fin des années 70. Jean Ferrat se faisait exclure d'une émission télévisée en direct où on l'avait introduit par erreur. Ça s'est passé à Paris, ça, le pays des libertés. Et, bon. Alors, au Québec, je veux dire, on était comme les autres. On pratiquait la censure, on était conservateurs, on était un peu xénophobes. Bon. Mais je veux dire, on était certainement pas pire que les autres. Ça, c'est sûr. Alors, sauf qu'on s'est fabriqué une mémoire, pour nous, bizarre, dont on n'arrive pas à se dépeindre, à se déprendre. Cette espèce de Canadien français dégueulasse, dont il faudrait être gêné, dont il faudrait s'éloigner de manière radicale. Il va falloir défaire ça, parce que c'est pas un état normal pour une société. Merci Gérard Bouchard. Il va falloir défaire ça, dites-vous. Eh bien, sommes-nous en train de le faire? Demain, dernière journée, c'est la question que nous posons. La question de la liberté aujourd'hui. Cette émission, merci au technicien Alain Boissonneau et à tous ses collègues qui ont fait les enregistrements d'entrevues. Merci au comédien Pierre Lebeau pour sa lecture de La fatigue culturelle, à la journaliste Émilie Dubreuil pour sa collaboration, et merci à Stéphane Gourde et Monique Hins aux archives et à la discothèque. Merci particulier au réalisateur de cette série, Daniel Martineau. Et comme tous les soirs, je vous rejoins tout de suite à l'UQAM, salle Marie-Gérin-Lajoie, ou demain, à la même heure. Demain, Chantal Hébert analyse l'effet de la débâcle des Républicains sur Stephen Harper, la vie de Louise Harel sur CD et une gigantesque brique signée John Irving. À C'est bien meilleur le matin demain, dès 5 heures. Ici Raymond Cloutier. Après le bulletin de nouvelles, c'est l'édition du jeudi à décider plein la tête, tour de piste.